Bonjour à tous, c'est David de Guilhem TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des glucides et je vais répondre à la question qu'est-ce qu'un bon glucide? Quel glucide on doit manger? Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un glucide? Si on regarde la définition, c'est un composant de la matière vivante qui contient des atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Bon, avec ça, on n'est pas tellement avancé. L'autre nom des glucides, c'est sucre au pluriel. En fait, c'est toute la famille des sucres. Sucre simple, sucre complexe. Alors on va parler de monosaccharides pour les sucres simples. Alors les plus connus c'est le glucose et le fructose. On a aussi le galactose. Et les polysaccharides c'est quoi? Eh bien ce sont des molécules de glucose, de fructose ou de galactose qui sont collées les unes aux autres. Par exemple le saccharose, c'est un sucre simple, c'est l'association d'une molécule de glucose avec une molécule de fructose. Donc du coup quand vous allez digérer ce sucre, la molécule de glucose et la molécule de fructose vont être séparées. Et vous allez avoir uniquement des sucres simples et c'est ça qui va passer dans le sang. De la même façon, les sucres complexes que vous avez notamment dans tous les farineux et les féculents, l'amidon qui est une molécule complexe. Donc vous allez trouver tout ça dans le riz, dans le pain, les pâtes, les pommes de terre, le potimarron, etc., etc. Voilà, tous ces sucres complexes. Eh bien, c'est une association de molécules de glucose. Et durant le processus de digestion, en fait, vos enzymes vont agir comme des ciseaux qui vont couper les molécules de glucose qui sont collées les unes aux autres, de façon à ce que ces molécules de glucose soient libres. Et c'est ça que vous allez assimiler, c'est ça qui va rentrer dans le sang. Et ensuite, ces molécules, elles vont soit être utilisées directement comme énergie, soit elles vont être stockées sous forme de sucre qui va être un petit peu complexe, c'est ce qu'on appelle le glycogène, soit ça va être transformé en lipides et donc ça va être stocké sous forme de gras. Alors le rôle principal des glucides, c'est de fournir de l'énergie. Bon, ça on est tous d'accord là-dessus. On mange du pain, du riz, des pâtes, c'est pour nous apporter de l'énergie. Le rôle secondaire des glucides, c'est d'apporter des fibres. Et oui, les fibres font aussi partie de la famille des glucides. Alors je vais commencer par une notion dont vous avez peut-être entendu parler, c'est l'indice glycémique. Parce que pour parler des glucides, on est obligé de parler de l'indice glycémique. Alors c'est quoi l'indice glycémique? C'est la faculté d'un aliment à faire monter plus ou moins rapidement le taux de sucre dans le sang. Alors sur une échelle de 0 à 100, le glucose il a 100 et on va avoir quelques aliments qui vont dépasser ce 100, qui auront un indice glycémique supérieur à 100. Et sinon la plupart des aliments ça va être entre 0 et 100. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand vous mangez un aliment, plus l'indice glycémique est élevé, plus il va faire monter votre taux de sucre dans le sang. Donc, par exemple, le sucre blanc, il a un indice glycémique à peu près autour de 70. Et puis vous allez avoir des céréales complètes qui vont avoir un indice glycémique qui va être beaucoup plus faible. Et l'intérêt, c'est d'apporter des aliments qui ont un indice glycémique faible. Pourquoi? Parce que le sucre, l'excès de sucre dans le sang est un poison. Et un poison pour le système immunitaire, pour le système nerveux, pour l'organisme, pour le cerveau, c'est un véritable poison. Et quand on a un diabète, on a notre sucre qui reste dans le sang, qui va empoisonner nos cellules et qui ne va pas jouer son rôle, qui ne va pas pouvoir rentrer dans les cellules, qui ne va pas pouvoir être stocké, qui ne va pas pouvoir être transformé en gras. Et donc ça, c'est un vrai problème parce que ça entraîne tout type de maladie. Les conséquences du diabète, c'est quoi? Amputation des membres, cécité, on devient aveugle, surdité, on devient sourd, problèmes artériels, problèmes cardiovasculaires, ça va favoriser également certains cancers. Le diabète de type 2 va multiplier nos chances d'avoir une maladie d'Alzheimer, une maladie de Parkinson, une maladie de Charcot, toutes les maladies neurodégénératives. Enfin voilà, en gros, le diabète, c'est vraiment une des pires choses à avoir parce qu'après, ça entraîne tout un tas de troubles dans absolument tous les domaines. Et le problème avec le diabète, c'est que c'est asymptomatique, on ne sent rien, on n'a pas mal. Si on ne fait pas d'analyse, en fait, on s'en rend compte le jour où on a un problème rénal, puisque l'excès de sucre va également intoxiquer les reins. À terme, on peut perdre des reins, on peut être sous dialyse à cause d'un diabète de type 2 qui n'a pas été diagnostiqué, par exemple. Donc je ne vais pas plus m'étendre sur le sujet du diabète. Mais il faut savoir que le diabète à travers le monde, aujourd'hui c'est une véritable épidémie et ça ne fait qu'augmenter. Et les prévisions, elles ne sont pas du tout optimistes. Il y aura de plus en plus de gens qui vont être diabétiques
et ça va coûter de plus en plus cher à la société. Et on va arriver à un point où en fait ce sera plus possible de soigner tous ces gens parce qu'il y aura tellement de gens qui seront atteints, puis ça touche tellement de fonctions différentes qu'il n'y a pas un remède universel et qu'aujourd'hui le diabète, on ne fait que ralentir sa progression, enfin en tout cas la médecine classique ne fait que ralentir sa progression, mais elle ne le guérit pas et considère que c'est inguérissable. Il se trouve qu'aujourd'hui on sait que le diabète, on peut le guérir comment? Avec un jeûne de 2 semaines suffit pour faire disparaître complètement les symptômes du diabète. On sait également qu'avec certains régimes, donc régime pauvre en glucides, riche en lipides, pareil, on peut guérir le diabète, mais officiellement, non. Voilà. Alors l'indice glycémique, c'est une chose, mais ça ne tient pas compte de la quantité de glucides qu'on va manger. Si on mange une toute petite quantité d'un aliment qui a un indice glycémique très élevé, ça ne va pas vous faire grand-chose. Par contre, si on en mange une plus grande quantité, là, ça va poser problème. Et c'est là qu'intervient la notion de charge glycémique. La charge glycémique d'un aliment, c'est quoi? C'est la portion qu'on est censé manger de cet aliment, multipliée, donc en grammes, multipliée par l'indice glycémique divisé par 100. Donc ça vous fait une valeur entre 0 et 100. Et on va considérer qu'une charge glycémique est faible si c'est entre 0 et 10, qu'elle est modérée si c'est entre 11 et 19 et qu'elle est élevée si c'est supérieur à 20. Cette charge glycémique, elle tient compte, la valeur correspond à la portion qu'on est supposé manger. Donc si vous avez une table de charge glycémique, il faut vous dire que ça correspond à la quantité que vous êtes supposé manger. Mais si vous en mangez beaucoup plus, il va falloir multiplier les quantités. Par exemple, si la charge glycémique du riz c'est, 10, mais que vous en mangez 2 fois la quantité qui est utilisée pour calculer la valeur de la charge glycémique, et bien du coup, pour vous, la charge glycémique, elle sera le double. Donc il faut bien comprendre ce que représente la charge glycémique pour arriver à bien l'utiliser. Ce n'est pas une valeur absolue pour 100 grammes, c'est une valeur pour une portion. Donc c'est pour ça que par exemple, vous allez voir la charge glycémique d'un bonbon, d'une barre de céréales, parce qu'on est censé en manger une barre, on est censé manger, 3 bonbons. Mais par contre, si vous, au lieu d'en manger 3 des bonbons, vous en mangez un paquet, c'est clair que la charge glycémique, là, ça va. Vous ne pouvez pas prendre la valeur du tableau, vous allez devoir la multiplier proportionnellement par la quantité que vous allez manger. Bon, je vais prendre 2 exemples. On va prendre l'exemple d'une assiette de purée. Donc, la quantité qui est conseillée, c'est à peu près 150 grammes, enfin la quantité qu'on est censé manger, 150 grammes de purée. L'indice glycémique de la purée, c'est 90, donc c'est vraiment un indice glycémique très élevé, ça veut dire que ça va faire monter très rapidement et de façon élevée votre taux de sucre dans le sang. Donc la purée contient à peu près 22,5% de glucides. Donc la charge glycémique de la purée, c'est combien? Ça va être 90 multiplié par 22,5 divisé par 100. Ce qui fait à peu près 20. Mais si au lieu de manger 150 grammes de purée, vous en mangez 300 grammes, la charge glycémique, elle sera doublée. Donc si on prend maintenant l'exemple d'une assiette de carottes cuites, à peu près 175 grammes, l'indice glycémique de la carotte cuite est de 47, c'est quand même beaucoup plus bas que celui de la purée de pommes de terre. La quantité de glucides dans 100 grammes de carottes cuites, c'est 9,6 grammes. Donc la charge glycémique, ça va être 47 multiplié par 9,6 divisé par 100, ce qui fait 4,5. Donc du coup, la charge glycémique de 150 grammes de purée, c'est à peu près 20. Et la charge glycémique de 175 grammes de carottes, donc un peu plus, c'est 4,5. Donc là, on voit qu'il vaut mieux manger des carottes cuites plutôt que de la purée si on veut éviter de faire exploser son taux de sucre dans le sang et si on veut éviter d'apporter trop de glucides en un coup. Alors pour les personnes qui veulent perdre du poids, la notion de charge glycémique, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de prendre que des aliments qui ont une charge glycémique entre 0 et 10, ce n'est pas suffisant. Il faut manger des aliments qui ont une charge glycémique faible ou modérée et puis surtout il faut manger des aliments qui ont un indice glycémique faible. Ce sera la seule solution pour arriver à perdre du poids. La notion de sucre lent et de sucre rapide, c'est quelque chose qui est complètement désuet, puisque maintenant on parle d'indice glycémique. Parce que quand on dit que les pâtes sont un sucre lent, ça ne veut rien dire en fait. Parce que les pâtes, pour qu'elles soient un sucre lent, il faut que ce soit des pâtes complètes
et il faut qu'elle soit pas trop cuite. Alors je vais revenir sur l'indice glycémique. Alors l'indice glycémique, il va dépendre de la nature de l'aliment et de comment il va être préparé. Je vais prendre l'exemple du riz complet. Le riz complet, s'il est cuit normalement, il a un indice glycémique qui est bas. Si vous le cuisez beaucoup plus, si vous le cuisez trop, l'indice glycémique va augmenter. Et si ensuite ce riz complet, vous le faites souffler pour faire les petites galettes de riz, vous savez que vous avez au rayon diététique ou au magasin bio, et bien à ce moment-là, ces galettes de riz vont avoir un indice glycémique qui sera supérieur à celui du sucre blanc. Donc quand on parle d'indice glycémique du riz, ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire. Ça va être la même chose avec la pomme de terre. La pomme de terre, si vous la faites sauter, si vous la faites en frites, si vous la mangez en chips, si vous la mangez cuite à l'eau, si vous la mangez cuite à la vapeur, elle n'aura pas du tout le même indice glycémique. Il faut que la pomme de terre elle soit cuite à la vapeur pour qu'elle ait un indice glycémique bas. Et si vous la faites frire par exemple, l'indice glycémique il va être beaucoup plus élevé. D'une manière générale, plus un glucide va être cuit et plus il va être préparé industriellement, plus son indice glycémique va monter. Un autre exemple par exemple, le sarrasin, donc c'est très très bon à manger. Quand vous achetez de la farine de sarrasin, c'est la graine complète qui est réduite en poudre et ensuite vous en faites des crêpes et c'est super bon. Par contre, quand vous utilisez cette graine et que vous en faites du pain des fleurs, à ce moment-là, ça fait monter l'indice glycémique à une valeur très élevée qui se rapproche de celle des galettes de riz. Et du coup, on part d'un aliment qui était bon à la base à quelque chose qui est nocif tout simplement parce que ça se transforme en bonbon. Vous imaginez, c'est un indice glycémique qui est supérieur à celui du sucre blanc. Donc attention, vous ne laissez pas aveugler parce qu'il y a marqué sur les emballages des produits, même en magasin bio, c'est pas parce que c'est dans un magasin bio que c'est bon, c'est pas parce que ça va contenir tel type de céréales que c'est bon. Il faut avoir conscience que ce qui est bon a priori, c'est la céréale brute. Ça, a priori, il n'y a pas de problème. Ensuite, ça va dépendre de comment vous allez la préparer. Mais après, si vous achetez un produit qui a été plus ou moins transformé, là, les choses, elles peuvent vite se gâter. Alors, voyons maintenant les différents types de glucides. Je vais commencer par les bons glucides. Voilà, je vais commencer par les bons glucides, ce que je considère être comme un bon glucide. Alors, on va commencer par exemple par les fruits. Les fruits font partie des glucides, ils contiennent majoritairement de l'eau puis du sucre. Ils contiennent plus ou moins de sucre. Il faut savoir que les fruits contiennent du fructose et du glucose. Et les gens pensent que les fruits ne contiennent que du fructose. Non, c'est complètement faux. Il y a à peu près un équilibre entre les deux. Vous avez certains fruits qui vont contenir un petit peu plus de fructose et d'autres un petit peu plus de glucose. Bon, ça dépend des fruits, ça dépend du mûrissement du fruit. Le fructose, c'est un sucre particulier puisqu'il a besoin d'être métabolisé par le foie. Il ne peut pas être utilisé directement en énergie comme c'est le cas du glucose. Et manger trop de fructose entraîne des maladies cardiovasculaires. Ça va entraîner la maladie la plus répandue du foie, qui est la stéatose hépatique. Voilà, manger trop de fructose, ça pose problème. Alors en mangeant des fruits, à moins qu'on mange que des fruits, ça va être plutôt difficile. Par contre, dans les produits industriels, on va trouver ce qu'on appelle le sirop de glucose-fructose, ou c'est du sirop de maïs à haute teneur en fructose, et ça c'est un vrai poison. Ça contient jusqu'à 75% de fructose, et c'est entre autres un des produits qui va favoriser l'obésité, qui a favorisé l'obésité depuis le début des années 80. Donc c'est vraiment un produit à fuir et aujourd'hui on le trouve partout, on le trouve dans les sodas, on le trouve dans les glaces, on le trouve dans tous les produits industriels quasiment. Vous regardez, si vous voyez sirop de maïs, sirop de glucose fructose, sirop à haute teneur en fructose, voilà, tout ça c'est un peu la même chose et c'est un vrai poison. Donc si vous en mangez une fois de temps en temps, ça ne posera évidemment pas de problème. Mais c'est un poison pour les gens qui mangent des produits industriels au quotidien et qui donc vont manger cette cochonnerie tous les jours. Et parmi les personnes qui vont consommer le plus, ça va être les enfants. Donc c'est vrai que quand on va à la piscine aujourd'hui, puis quand on voit tous ces enfants qui sont gros, voire obèses pour certains, enfin moi je me rappelle quand j'étais gamin, les enfants de 8-10 ans, s'il y avait un gros dans un groupe de 100, c'était le maximum. Aujourd'hui, s'il y a 2-3 mecs dans une classe, on a de la chance. Aujourd'hui, les enfants, ils sont majoritairement en surpoids et on trouve beaucoup d'enfants trop gros.
Alors les fruits, donc on a tous les fruits acides, pommes, poires, oranges, melons, prunes, raisins, figues. Alors les fruits vont être plus ou moins acides, suivant les fruits. Et puis vous avez les fruits comme la banane, qui est un fruit amylacé, qui n'est pas du tout acide, qui contient de l'amidon, enfin une sorte d'amidon moins complexe que ce qu'il y a dans la pomme de terre. Et une banane bien mûre va donc contenir plus de sucre simple que de sucre complexe. Et je conseille de manger toujours des bananes bien mûres, c'est meilleur au goût, c'est plus digeste. Après vous avez aussi comme fruit l'avocat, alors que je déconseille l'avocat parce que j'ai fait une vidéo qui parle des avocats et quand on voit aujourd'hui ce qu'implique la culture de l'avocat, c'est quand même assez problématique, aussi bien au niveau écologique qu'au niveau des populations des pays d'Amérique du Sud. Donc bon, voilà, moi personnellement je déconseille à cause de ça. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut, hein. Vous pouvez continuer à consommer des avocats. Si vous les consommez, prenez au moins des avocats bio. Ce sera toujours mieux à tous les niveaux. Mais voilà, l'avocat c'est aussi un fruit. Simplement l'avocat il va contenir des glucides et des lipides. Alors on a aussi tous les oléagineux, toutes les graines qui contiennent, alors c'est vrai du gras, mais qui contiennent aussi des glucides. Donc les amandes, les noisettes, les noix, tout ça, on peut le mettre aussi dans la famille des glucides. Ensuite, vous allez avoir tous les légumes. Alors les légumes, ils vont contenir notamment beaucoup de fibres, enfin plus ou moins suivant les légumes. Alors tous les légumes, hein, vous avez toutes les salades, courgettes, aubergines, poireaux, oignons, céleri, fenouil, etc. Et puis vous allez avoir aussi les légumes de type courge. Alors ça va se rapprocher, suivant le type de courge, ça va se rapprocher plus de la pomme de terre ou plus de la courgette. Donc la courgette c'est aussi une courge. Vous avez le potiron qui se rapproche plus de la courgette parce qu'il a peu de sucre complexe. Et puis vous allez avoir le butternut, le potimarron notamment, qui vont se rapprocher plus de la pomme de terre parce qu'ils ont plus de sucre complexe. Et donc vous avez la pomme de terre, la patate douce, l'igname, tous ces légumes qui contiennent pas mal de sucre complexe. Alors ensuite, autre catégorie, on a les céréales et les légumineuses. Alors les céréales, le riz, le blé, l'orge, le seigle, le millet, le quinoa, le sarrasin, voilà, etc. Ensuite, vous avez les légumineuses, toutes les lentilles, lentilles corail, lentilles jaunes, lentilles vertes, lentilles blanches. Vous avez les fèves, vous avez les haricots rouges, les haricots blancs, les flageolets, les pois chiches, le soja, voilà le soja aussi qui est une légumineuse. Voilà, donc tout ça, céréales et légumineuses, hein, ce sont des glucides complexes qui ont besoin d'être cuits, idéalement d'être trempés avant de les faire cuire ou germer. Hein, par exemple, moi quand je fais mon houmous, je prends des pois chiches entiers, je les fais tremper pendant une nuit, ensuite je les fais germer pendant 3 jours, ensuite je le fais cuire et c'est seulement à partir des pois chiches germés cuits que je fais mon houmous qui va être plus digeste. Vous pouvez aussi faire germer vos lentilles, vous pouvez faire germer la plupart des légumineuses et ça vous permet de voir aussi la qualité de la graine parce qu'une graine qui ne germe pas, c'est une graine soit qui a été irradiée, soit qui est morte, c'est-à-dire qui est trop vieille, qui a été mal conservée. Donc c'est pas du tout normal qu'une graine ne germe pas. Par exemple du riz complet, quand vous faites tremper puis ensuite vous faites germer le riz complet, il y a des petits germes qui apparaissent, hein, et puis si vous laissez, vous allez avoir des gros germes. Et vous pouvez faire cuire votre riz complet avec un petit germe qui fait 2-3 mm, il sera d'autant plus digeste. Par contre, si vous faites ça avec du riz blanc, forcément, ça ne va pas germer puisque le germe, il se trouve dans la partie qu'on a enlevée pour raffiner le riz. Alors donc du coup, j'en viens aux produits raffinés pour dire que ce que je considère être comme des bons glucides, ce sont les céréales complètes, pas les céréales raffinées. Parce qu'une céréale raffinée, ça va être, donc par exemple le riz, on prend l'exemple du riz. Le riz complet, il a un indice glycémique bas, il contient dans son germe les vitamines du groupe B, il va contenir un petit peu de lipides, il va contenir tout un tas de nutriments qui sont super intéressants, alors que quand vous enlevez cette enveloppe et quand il reste que la partie blanche du riz, il n'y a que de l'amidon. Donc il n'y a plus de vitamines, il n'y a quasiment plus de vitamines, il n'y a quasiment plus de nutriments à part des glucides, tout simplement.
Donc ça va avoir un indice glycémique élevé, ça va faire monter votre taux de sucre dans le sang très rapidement. Votre corps, il va abaisser ce taux de sucre, il va le transformer en gras, et donc à part que ça va vous faire prendre du gras, c'est tout ce que ça va vous faire. Et avec le riz complet, à moins d'en manger des tonnes évidemment, mais si vous mangez une quantité normale, eh bien, vous n'aurez pas cet effet-là. Et puis aussi, les céréales complètes ont un effet rassasiant que n'ont pas les céréales blanches. Une baguette blanche, une baguette de pain, vous pouvez en manger jusqu'à vous remplir la panse. Il n'y a pas de sensation de faim qui va vous limiter. Alors que manger un bon pain complet, un pain intégral même, ça c'est l'idéal. Vous mangez un pain intégral, vous allez voir qu'au bout de 2 tranches, vous allez déjà commencer à plus avoir trop faim. Donc c'est normal, c'est parce que les céréales complètes apportent plein d'autres choses en plus des glucides, et ces autres choses vont avoir un effet rassasiant. Parce que votre corps, il sait très bien que pour pouvoir brûler l'énergie qui est contenue dans ces glucides, il a besoin de certaines vitamines, il a besoin de certains nutriments, notamment des vitamines du groupe B. C'est-à-dire que pour pouvoir brûler les calories qu'il y a dans le riz blanc ou le pain blanc, votre corps, au niveau biochimique, il a besoin d'utiliser certaines vitamines du groupe B. Et si vous ne l'apportez pas dans l'aliment, parce que vous mangez un produit raffiné, votre corps il va devoir puiser dans ses réserves. Qu'est-ce qui va se passer? Et bien à terme, vous allez épuiser vos réserves dans ce nutriment-là, donc notamment les vitamines du groupe B. Et qu'est-ce qui va se passer? Ces vitamines du groupe B, elles sont notamment bénéfiques pour le système nerveux, pour la peau. Et en mangeant majoritairement des céréales raffinées, des céréales blanches, eh bien vous allez affaiblir votre système nerveux, vous allez avoir des problèmes de peau. Donc c'est une raison supplémentaire pour arrêter de manger des céréales blanches et manger plutôt des céréales complètes. Et il faut comprendre que quand vous mangez un aliment qui est carencé en certaines vitamines, votre corps il va vous amener une faim pour vous inciter à manger plus. Parce que votre corps il aimerait que vous mangiez plus de certains nutriments. Mais sauf que si vous mangez de la baguette, même en mangeant 1 kg ou 2 kg, vous n'aurez pas votre quota de vitamine B. Et du coup, vous allez manger beaucoup plus que si vous mangiez l'équivalent en pain complet, en vrai pain complet, du pain complet bio au levain, pas l'espèce d'ersatz qu'on trouve dans pas mal de boulangeries qui en fait est juste un pain au son, ça c'est vraiment une cochonnerie. Donc vous l'aurez compris, ce que je considérais comme des mauvais glucides, c'est tous les produits raffinés, tous les glucides raffinés, toutes les céréales, pain blanc, riz blanc, pâte blanche, le sucre blanc. Alors le sucre, personnellement, je le mets plutôt dans la catégorie des mauvais glucides, qu'ils soient blancs ou complets, c'est pas un bon glucide, même le sucre complet. Le miel, pareil, je le mets dans la catégorie des mauvais glucides, c'est pas un bon sucre. Tous les fruits séchés, les dattes, les pruneaux, les abricots, tout ça, je le mets dans la catégorie des mauvais glucides parce que c'est pas quelque chose que je conseille de manger au quotidien. En eux-mêmes, ce n'est pas des mauvais produits, c'est des produits qui sont riches en sucre rapide, qui sont très riches, puisque les dattes en contiennent 70%. Les fruits séchés, c'est en moyenne entre 50 et 70% de sucre. Donc c'est du sucre en gros, c'est que du sucre. Alors il y a des personnes dans les commentaires qui ont essayé de me dire que la date, c'était un bon aliment parce que c'est quelque chose de naturel. Non, la date, c'est du sucre et c'est que du sucre. C'est du sucre rapide, c'est pas du tout un bon aliment. Parce que si moi je vous dis que c'est un bon aliment, qu'est-ce qui va se passer dans votre tête? Eh bien vous allez en manger en pensant que c'est un bon aliment et qu'on peut en manger au quotidien sans problème, ce qui est complètement fou. La date, de même que tous les fruits séchés, et de même que pour tous les produits de conservation, ce ne sont pas des bons aliments. Le meilleur aliment, c'est le fruit frais qu'on va consommer. Au lieu de consommer des pruneaux, consommer des prunes en été. Au lieu de consommer des raisins secs, consommer du raisin à l'automne. Au lieu de consommer des figues sèches, consommer des figues fraîches. Les figues fraîches, tout ça, ça sont des bons aliments, ce sont des fruits de saison. Ensuite, on va chercher à les conserver pour pouvoir en consommer à d'autres moments de l'année, mais vous n'allez pas consommer le même aliment, c'est autre chose. La figue sèche n'a rien à voir avec la figue fraîche. Vous allez avoir une perte de nutriments dans le produit séché, parce que le processus de déshydratation entraîne une perte de certains nutriments comme certaines vitamines. Donc ce n'est pas du tout la même chose, et puis vous allez avoir beaucoup de sucre, à poids égal, vous aurez beaucoup de sucre, puisque vous aurez enlevé toute l'eau. Donc désolé, si vous aimez les fruits séchés, vous pouvez en manger de temps en temps, mais ne vous mentez pas en disant que c'est un bon produit. C'est absolument pas un bon produit à consommer au quotidien. Les fruits séchés, ce sont des bonbons, tout simplement.
C'est évidemment mieux que les bonbons chimiques, les bonbons industriels qu'on trouve, mais ça ne reste pas quelque chose que je conseille de manger au quotidien, parce que je ne conseille pas de manger de dessert, ou alors de remplacer le dessert par des oléagineux, 1 ou 2 carrés de chocolat noir, voilà, c'est tout. Mais les fruits séchés, si vous les mangez en dessert, ils vont vous perturber la digestion, parce que le sucre qui est contenu, il va fermenter, et donc ça va vous flinguer toute la digestion. Donc dans les mauvais aliments, voilà, donc j'ai mis les fruits séchés, donc le miel, bon évidemment la confiture, hein. La confiture, c'est un aliment plaisir par excellence, c'est absolument pas quelque chose de bon, c'est que du sucre, hein. Du sucre et un petit peu de fruits en gros, hein. Même une confiture maison, hein. Moi cet été, j'ai fait un petit peu de confiture de Mirabelle. J'ai fait 2 pots parce que c'est pour me faire plaisir, parce que j'ai des Mirabelles que j'avais pas envie de laisser perdre, mais j'ai conscience que c'est pas un aliment santé. C'est quelque chose que je vais manger ponctuellement pour me faire plaisir, mais c'est pas quelque chose que je vais manger régulièrement, comme beaucoup de personnes le font tous les matins, en se mangeant leur confiture maison, en pensant que c'est bon parce qu'ils l'ont fait eux-mêmes. Non, pas du tout, c'est pas un bon aliment. Il faudrait qu'on dissocie une fois pour toutes dans notre tête les aliments plaisir et les aliments qui sont là pour nourrir notre organisme. Il y a ceux qui sont là pour nous apporter du plaisir, pour nourrir notre psychisme si on veut, et puis il y a les aliments qui sont là pour nourrir notre organisme. Certains, ils sont indispensables, notre organisme il en a besoin, puis d'autres, on en a besoin psychiquement parce que ça nous fait du bien. Mais il faut juste avoir conscience des deux, après c'est pas un problème. Manger du miel de temps en temps, c'est pas un problème. Mais il ne faut pas vous dire que c'est un super aliment et que vous pouvez en manger tous les jours parce que c'est faux. Il faut vous dire que c'est quelque chose qui est là pour me faire plaisir, que je ne devrais absolument pas en manger au quotidien. Un des pires glucides, c'est le sirop de glucose fructose. Le sirop de maïs à haute teneur en fructose, c'est la même chose. Ça, c'est vraiment une cochonnerie. Ça a été créé par les Américains parce qu'ils avaient trop de maïs dans les années 70. Ils ne savaient pas quoi en faire et puis ils n'avaient pas trop, et puis surtout le cours du maïs, il était descendu hyper bas, ils ne savaient pas trop quoi en faire. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui a une super idée. Il a créé donc ce sirop de maïs qui après a pu être intégré dans tous les produits industriels aux États-Unis et puis après à travers le monde. Et aujourd'hui, on le trouve absolument partout. Dans tous les aliments, vous allez voir un sirop de glucose fructose, sirop de maïs. Et ça, c'est une vraie cochonnerie. Ça, c'est un vrai poison. S'il y a vraiment un glucide qui est un poison, celui-là, il en fait partie, à cause de son omniprésence. Encore une fois, vous en mangez comme ça une fois de temps en temps, ça ne vous fera rien. Mais si vous en mangez au quotidien, parce que vous mangez des produits industriels et parce qu'il y en a dans tous les produits industriels, là oui, là ça va vous poser problème. Donc comme vous le savez peut-être, je déconseille les produits industriels parce que je considère que ce sont des produits mauvais pour la santé. Les grosses sociétés industrielles, elles sont là pour faire des produits pour gagner de l'argent, absolument pas pour notre bien. Alors je fais la différence entre les gros industriels hein, qui gagnent des milliards et des milliards comme Nestlé, Danone, Coca et tout ce que vous voulez, et puis les petites PME comme Jean Hervé par exemple, qu'on trouve uniquement en magasin bio, donc c'est pas du tout le même niveau de chiffre d'affaires. Donc Jean Hervé qui font des purées d'oléagineux, des purées où il n'y a que l'oléagineux. En purée d'amande, il n'y a que de l'amande, purée de noisette, il n'y a que de la noisette, purée de noix de cajou, il n'y a que de la noix de cajou. Ça n'a rien à voir. Et par exemple, la purée de cacahuètes qui est faite par Jean Hervé, il n'y a que de la cacahuète. Alors les cacahuètes, elles sont torréfiées, donc ce n'est pas quelque chose que je conseille de manger au quotidien. Parce que si vous testiez de la cacahuète crue, vous n'aimeriez pas. En fait, c'est un goût un peu de petit pois, un goût de terre, donc c'est pas très bon. Et du coup, la cacahuète telle que vous la connaissez, c'est toujours grillée. Donc la purée de cacahuètes que vous trouvez partout, même de celle de Jean Hervé, c'est des cacahuètes grillées. Donc de temps en temps, ok, mais consommez pas ça tout le temps parce que le gras de la cacahuète qui aura été grillé, du coup, il sera plus bon en fait. Et j'ai acheté il n'y a pas longtemps du beurre de cacahuète de la marque Équitable. Je pensais que ça allait être comme la purée de cacahuètes de Jean Hervé, sauf que non, parce qu'il rajoute en plus de l'huile de palme, de l'huile de tournesol, du sel, et du coup elle n'a pas du tout le même goût, et voilà, donc ça c'est un produit industriel on va dire, hein, c'est un produit où il y a de l'ajout d'autres choses, et pour moi les purées d'oléagineux Jean Hervé, ça n'a rien à voir, c'est pas un produit industriel, puisque c'est juste l'oléagineux, il a juste été écrasé,
pour en faire de la purée. C'est tout en fait. Le processus, c'est un processus purement mécanique. On n'a pas rajouté plein d'additifs, on n'a pas rajouté des colorants, des exhausteurs de goût, du sucre, du sel. Non, c'est un produit qui reste brut et c'est un produit qui reste bon. C'est cher, hein, forcément. La purée d'amande, elle coûte, je ne sais plus, moi, le grand pot, je ne sais plus combien c'est, ça doit être plus de 20 €. Enfin, c'est super cher. Mais bon, ça reste un bon produit. Alors, vous achetez un gros pot, vous allez le consommer en plusieurs mois. Après, le côté cher, il est relatif, hein. Un gros pot qui coûte 20 €, quand on voit maintenant les paquets de cigarettes, ça fait un paquet de cigarettes qui vaut 10 €. Une personne qui fume un paquet de cigarettes par jour, tous les 2 jours, elle pourrait s'acheter un pot de 700 grammes de purée d'amande Jean Hervé. Donc le côté cher, il est relatif en fait. Ça dépend de la quantité que vous allez manger. Et puis, quand on compare par rapport à d'autres choses, on se rend compte que finalement, je préfère un grand bocal de purée d'amande que je vais mettre peut-être 2 mois à consommer, plutôt que dépenser 20 € dans 2 paquets de cigarettes que je vais mettre 2 jours à fumer. Bon, moi je fume pas, mais pour les personnes qui fument et qui ont envie de changer de mode de vie et qui vont vous dire « Ah, la purée d'amande c'est super cher », il faut remettre les choses en place quand même. Quand tu achetais ton paquet de cigarettes, tu trouvais peut-être pas ça si cher que ça, ou en tout cas tu mettais ça en priorité, les cigarettes, et puis l'alimentation tu la mettais dans un second plan. Bon voilà, après il faut chacun doit mettre ses priorités. Donc c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont chers, qui sont bonnes pour la santé. Après, acheter des trucs qui sont moins chers, plutôt que la purée d'amande, acheter plutôt de la purée de sésame, qui est beaucoup moins chère et qui est très bonne pour la santé aussi. Donc dans les mauvais glucides, je vais y mettre donc tous les produits industriels qui contiennent des glucides raffinés, tout ce qui contient du sucre, tout ce qui contient d'autres types de sucre, hein. Ça peut être de la maltodextrine, du dextrose, hein, tous les types de sirop, de ce que vous voulez, de maïs, de riz. Tout ça, pour moi, ça fait partie des mauvais glucides que je déconseille au quotidien. Encore une fois, de temps en temps, ponctuellement, ok, ça ne va pas vous tuer. Par contre, au quotidien, oui, ça va vous tuer à petit feu, ça c'est certain. Alors si on résume, c'est quoi les bons glucides? Alors on a les fruits, on a les oléagineux, on a les légumes racines de type qui contiennent des glucides complexes, pommes de terre, patates douces, igname, manioc, potimarron, butternut, etc. Vous avez les céréales complètes, les légumineuses, voilà. Donc ça vous fait quand même beaucoup d'aliments. Donc vous allez trouver après, comme je l'ai expliqué, des glucides qui vont être légèrement transformés, comme les purées d'oléagineux, purée d'amandes, de noisettes, de noix de cajou, purée de sésame. Voilà, donc ça fait partie des bons glucides. Et puis les mauvais glucides, ça va être tous les produits raffinés, tous les glucides raffinés qui sont bruts, comme par exemple le pain blanc ou le riz blanc, ou qui sont contenus dans des produits industriels. Et tout ce qui a un goût sucré, tout ce qui contient du sucre, à l'exception des fruits, pour moi ça ne fait pas partie des bons glucides. Hein, le miel, les fruits séchés, puis bon, évidemment je ne parle pas des bonbons, des desserts, des gâteaux, tout ça. Ça c'est vraiment des cochonneries. Alors il y a aussi une chose qu'il faut préciser, si vous mélangez un glucide complexe avec un glucide simple, l'exemple tout simple c'est le gâteau, hein, on mélange de la farine avec du sucre, eh bien ça fait quelque chose d'indigeste. Le sucre il se digère instantanément et la farine elle a besoin de plusieurs heures. Donc vous mélangez tout ça, vous le mettez dans un gâteau, vous le digérez, votre corps il fait quoi? Il ne sait pas. C'est-à-dire que le sucre il se digère instantanément, donc il va se transformer tout de suite en glucose. Le glucose en milieu chaud, avec de l'eau, avec des levures, qu'est-ce qui se passe? Il fermente, il va y avoir une production d'alcool et ça va perturber complètement votre digestion. Vous allez avoir une production d'alcool qui certes va être faible, mais si vous mangez des choses sucrées continuellement, ça peut entraîner un taux d'alcool de 0,5%. Alors c'est faible, mais ce taux il va être là tout le temps et du coup il va empoisonner votre foie de façon continue. C'est comme ça qu'il y a des gens qui peuvent faire des cirrhoses sans consommer 1 gramme d'alcool. Donc l'association glucides complexes avec glucides simples, ça ne va pas du tout. Là encore une fois, c'est souvent des aliments plaisir, les gâteaux, tous les desserts en général. Ça reste un aliment plaisir, mangez-le ponctuellement, mais sachez que ça va vous perturber la digestion, donc attention. Ensuite, on a une autre association, hein, on m'a posé souvent la question, glucides et protéines.
Alors est-ce qu'on peut mélanger les deux? Alors on entend de tout. Bon, moi j'ai étudié ça en naturopathie, hein, glucides et protéines ça ne se mélange pas, parce que ça ne va pas bien se digérer, parce que ce n'est pas les mêmes sucres. Bon, sauf que l'argument que je vais donner, c'est que quand vous mangez une amande elle contient beaucoup de protéines, beaucoup de glucides, beaucoup de lipides. Comment votre corps il va faire pour les digérer? Il ne va pas avoir de problème, hein, il va produire tout au long du processus de digestion. Il y a différentes phases, donc le corps il est tout à fait capable de digérer en même temps un aliment qui contient des glucides et des protéines. Ce n'est pas du tout un problème, donc on peut très bien mélanger les glucides et les protéines au sein d'un repas, c'est-à-dire manger du riz et un morceau de poisson, ça pose aucun problème. Après il faut savoir juste que plus votre repas est complexe, plus il va vous demander de temps et d'énergie pour être digéré. Donc c'est clair que si vous mangez des repas hyper simples, si vous mangez que du riz, que du poisson, ça va être beaucoup plus simple à digérer, beaucoup plus rapide que si vous associez les deux. Après, le problème, c'est que si vous mangez dissocié, donc par exemple riz et légumes, et ensuite légumes et poisson, et ben ça va se digérer très rapidement, vous aurez faim beaucoup plus rapidement, et du coup, vous allez devoir faire plein de petits repas dans la journée. Donc ça, moi, c'est pas quelque chose que je conseille. Déjà, je conseille plutôt le jeûne intermittent. Donc moi, je mange un repas par jour. C'est sûr que les personnes qui mangent 5 repas par jour, voire plus, c'est pas du tout bon parce que vous mettez votre tube digestif constamment en fonctionnement, il se repose jamais en fait. Alors après, il y a des personnes qui peuvent avoir une mauvaise digestion en mélangeant glucides et protéines. Donc en mélangeant du riz et de la viande par exemple, des pâtes et de la viande. Et pour elles, ça peut être bien de dissocier les deux. Moi, je conseille a priori de ne pas le dissocier parce que ça fonctionne chez une majorité de personnes. Mais après, ce que je conseille, c'est pas la vérité absolue et puis il n'y a rien qui est valable pour absolument tout le monde. Donc après, c'est à vous de tester. Si vous voyez que de mélanger du riz avec du poisson, ça vous pose problème, essayez de le dissocier, voyez ce que ça donne. Si vous vous sentez mieux, faites ça, au moins pendant un temps, et puis après vous verrez si vous pourrez à nouveau associer les deux. Il faut savoir que les protéines ne peuvent pas être stockées à la différence des glucides et des lipides. Ça veut dire que si vous mangez dissocié, que vous mangez par exemple le midi glucides et légumes, et puis le soir légumes et protéines, vous risquez d'être carencé le matin en protéines, le midi en protéines, parce que tout l'excédent de protéines que vous aurez mangé le soir, de toute façon, ce ne sera pas stocké, ce sera éliminé. Et c'est pour ça que c'est pas mal pour certaines personnes, notamment les tempéraments minces, les personnes qui sont fatiguées, qui sont fragiles, de manger un petit peu de protéines à chaque repas. Du coup, si vous mangez dissocié, vous ne pourrez pas en manger à chaque repas, ou alors vous ne pourrez pas manger de glucides, ou alors vous ne pourrez pas manger de protéines. Donc ça va être problématique. Et puis quand on parle d'associer glucides et protéines, on parle toujours de protéines animales parce que quand vous allez manger des légumineuses, les légumineuses, ça contient à la fois beaucoup de glucides et beaucoup de protéines. Donc c'est vrai que ça va être beaucoup plus difficile à digérer que du riz qui contient essentiellement des glucides. Mais voilà, la question, les personnes ne se la posent pas quand elles vont manger des lentilles, de savoir, mince, il y a des glucides, il y a des protéines, comment je vais faire pour le digérer? De toute façon, vous n'avez pas le choix puisque l'aliment, vous ne pouvez pas séparer les glucides et les protéines de cet aliment-là. Donc la question de est-ce que je dois dissocier ou pas glucides et protéines, bon, pour moi, il n'y a pas de question en fait. Testez, vous verrez bien si ça vous convient ou pas, mais arrêtez de suivre les règles absolues. Un naturopathe vous a conseillé de dissocier, alors vous dissociez. Un autre vous a conseillé de ne pas dissocier les deux, donc vous ne dissociez pas. Fiez-vous à votre ressenti, puis testez des repas. Vous dissociez les deux et d'autres vous ne les dissociez pas et vous verrez par vous-même si ça vous correspond parce que c'est ça le principal. C'est pas est-ce que ça va en majorité à tout le monde, c'est plutôt est-ce que vous, ça vous convient parfaitement maintenant. Et je dis bien maintenant parce que ce qui vous convient maintenant ne vous conviendra pas plus tard. Vous verrez, pour les personnes les plus jeunes, que quand on prend en âge, notre corps ne se comporte pas de la même façon. Et du coup, ce qui nous allait à 20 ans, à 30 ans, peut-être qu'à 40 ans, ça va plus nous convenir. Et puis, les personnes qui sont faibles, qui petit à petit vont arriver à reprendre de l'énergie, qui vont petit à petit vont arriver à mieux digérer. Au départ, elles devront manger dissocié. Alors peut-être, c'est pas systématique, peut-être que certaines devront manger dissocié parce que ce sera plus facile pour elles. Moi, je ne le conseille pas, même quand on est faible, qu'on a besoin qu'on manque d'énergie. Moi, je conseille plutôt de ne pas manger dissocié.
Et du coup, ces personnes-là, alors qu'elles étaient faibles, elles devaient faire attention. Et puis, plus tard, elles verront que quand elles auront repris l'énergie, elles pourront faire plus de choses, manger différemment. Donc, c'est vraiment adapté au moment, aujourd'hui, qu'est-ce qui me convient. Et demain, je verrai ce qui me conviendra parce que ce sera peut-être autre chose. Donc, en tous les cas, le maître mot, c'est suivez votre ressenti. Ne suivez pas des règles absolues. Moi, je suis là pour vous donner un fil conducteur. Il y a des gens qui sont complètement perdus dans le monde de la nutrition et je les comprends parce qu'avec tout ce qu'on entend, c'est un petit peu tout et n'importe quoi. Voilà, je vous donne un fil conducteur, des règles de base. C'est un petit peu comme des briques et puis après vous allez les assembler en fonction de votre tempérament, en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous ressentez. C'est ça qui est le principal en fait. Mon but, c'est de vous fournir une certaine connaissance des aliments, de l'alimentation, de façon à ce que vous puissiez être autonome, que vous puissiez savoir quoi manger, que si vous allez dans une grande surface, vous savez ce que vous pouvez acheter et ce que vous ne devriez pas acheter, que si vous allez dans un magasin bio, que vous sachiez tout de suite ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Je vous ai donné l'exemple des galettes de riz. La galette de riz, c'est vraiment l'aliment par excellence qui est mauvais. On peut dire ce qu'on veut, même bio, c'est un mauvais aliment. Maintenant, vous saurez, quand vous irez dans votre magasin bio ou dans le rayon diététique de la grande surface, vous saurez que cet aliment-là, il n'est pas bon. Voilà. Et le but, c'est ça. C'est que si je vous mets tous les aliments qui existent aujourd'hui, que vous puissiez dire, ça c'est bon pour moi, ça c'est mauvais pour moi. Et voilà, et que vous soyez indépendant et que vous n'ayez pas à demander à un naturopathe, à un médecin nutritionniste, docteur, est-ce que ça c'est bon pour moi, est-ce que ça c'est bon pour moi, parce que c'est vrai que dans les commentaires, moi il y a beaucoup de gens qui me posent des questions, est-ce que je devrais manger ci, est-ce que je devrais manger ça, est-ce que ça c'est bon pour moi? Bon, il y a des aliments je considère qui sont pas bons, je vais dire pour moi, ça c'est pas bon, après tu fais ce que tu veux. Mais après, il y a d'autres aliments, moi j'en sais rien, et puis après les quantités, je ne sais pas, moi je sais pas, ça dépend de l'activité physique que vous faites, de votre âge, si vous êtes un homme et une femme, de votre terrain, de votre tempérament, ça dépend de tellement de choses. Moi il y a des choses, je ne peux pas vous répondre et même personne pourra vous répondre à ces questions-là. C'est pour ça que c'est important que vous ayez les connaissances pour pouvoir vous-même répondre à ces questions. Quand j'ai fait mes études de naturopathie, on n'utilisait pas le terme naturopathe, on utilisait le terme éducateur de santé. Et moi, je trouve que c'est tout à fait ce que j'ai envie de faire. En fait, c'est éduquer les gens pour qu'ils puissent eux-mêmes retourner sur le chemin de la santé et qu'ils sachent ce qui est bon pour eux et ce qui n'est pas bon pour eux. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre ce que sont les bons glucides. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.